Donc, je m'appelle Annabelle Mousset, j'ai 32 ans et je travaille en administration centrale depuis 2008. Je suis attachée d'administration centrale. Là, je travaille au secrétariat général. Depuis que je suis au ministère de la Culture, j'ai changé plusieurs fois de poste. J'étais à la DGMIC, donc je m'occupais d'un fonds de subvention pour la presse écrite. Ensuite, je suis allée à la sous-direction des affaires internationales, du coup là je suis passée côté SG. Là je m'occupais c'était une zone géographique, c'était le continent américain. Donc c'était complètement différent, c'était beaucoup travailler sur des dossiers de relations bilatérales entre la France et puis les pays de la zone. Et là depuis presque un an, je suis toujours au SG, mais dans le département de l'action territoriale. Donc là, c'est un département qui travaille en lien avec les DRAC. Et moi, donc plus spécifiquement, je m'occupe j'ai plusieurs dossiers, mais donc je suis les contrats plans État-région. Donc là, il y avait toute une négociation qui n'est pas encore terminée sur la nouvelle génération qui va commencer en 2015. Les fonds structurels européens. Et je viens de reprendre aussi le dossier des Outre-mer. Donc toutes les DAC Outre-mer. Voilà. Auparavant, en fait, j'étais côté DGMIC, mais c'était l'ex-DGMIC, donc la DDM, la direction des médias. On était rattachés au service du Premier ministre. Donc moi, en fait, mon poste, j'ai débarqué dans l'administration centrale au Premier ministre. Donc c'est en 2008. Et donc là, la vie syndicale n'était pas très développée, voilà. Donc je voulais me syndiquer, mais vraiment, il n'y avait pas d'organisation syndicale très implantée, forte. C'était voilà. Donc en 2010, voilà, dès qu'on a su qu'on basculait, c'est une des premières choses que j'ai faites quand je suis arrivée aux Bons Enfants. J'ai contacté en fait plusieurs organisations syndicales parce que mon choix n'était pas complètement arrêté sur où je vais aller. Donc j'ai rencontré Sud, j'ai rencontré CGT et FSU. Et en fait, c'est aussi une question de personnes. Bon, déjà dans les trois que j'avais sélectionnés, disons, je savais un petit peu voilà, les valeurs de chaque syndicat, ce que chacun portait. Mais après, je voulais rencontrer les personnes, les gens qui font le syndicat, puisque c'est aussi une affaire de personnes et de relations. Donc, du coup, voilà, c'était un déjeuner avec Didier Allem en discutant, voilà, puis j'ai rencontré petit à petit les collègues de la centrale, Jean-Paul, Jean-Luc, voilà. Et mon choix s'est fait assez rapidement, mais c'est comme ça ouais, que ça s'est passé. Même en étant étudiante, je ne me suis jamais syndiquée. Donc là, c'est la première fois. Donc oui, CGT, c'est CGT Culture. Il n'y a pas une tradition militante personnelle, dans ma famille. Ma mère était syndiquée, mais bon voilà, elle payait sa carte, disons, elle n'était pas forcément militante très active. Ensuite, mon frère, lui aussi, en parallèle, lui il est prof aussi, lui il est militant très actif. Donc finalement, il a été militant très actif avant moi, donc finalement j'ai découvert un peu aussi l'action syndicale par lui. Mais bon, lui il est pas, c'est pas CGT, mais vraiment CGT, je le découvre vraiment par moi-même, complètement. Après, voilà, c'était pas du tout... c'était naturel pour moi de me syndiquer. Il me tardait d'arriver au ministère pour enfin voilà, avoir la possibilité de le faire parce que ça me semble... En fait, je ne me suis pas trop posé la question, c'était assez naturel, assez logique, parce que ça me semble fondamental, même si c'est une époque où les syndicats sont assez critiqués, il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas forcément très bien, il y a plein de choses à revoir, plein de choses à améliorer. Mais en même temps, c'est quelque chose d'essentiel, c'est quelque chose qui a été essentiel dans l'histoire, qui a permis d'acquérir, s'il n'y avait pas eu des luttes, on n'aurait pas acquis tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Et c'est comme si un peu aujourd'hui cette conscience-là et cet investissement-là
des travailleurs, c'était complètement estompé. Alors moi, mon expérience dans le monde du travail est finalement pas vieille du tout, donc pareil, j'ai pas de comparatif, mais c'est aussi en écoutant ceux qui travaillent depuis bien plus longtemps et qui ont vécu bien d'autres conflits et des luttes qui ont été gagnées, qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'est essentiel qu'on arrive à redonner du souffle en fait à toute cette action-là, de lui redonner du sens et d'essayer d'arriver à montrer que si c'est utile et que même si aujourd'hui, c'est vrai que quand il y a des mobilisations, on est loin d'être assuré d'avoir une victoire au bout. Donc ça peut être décourageant et en même temps, c'est essentiel de continuer parce que au moins on se dit qu'on limite en partie finalement la casse qui est en train de s'opérer aujourd'hui. Mais effectivement, ce qui moi m'interpelle un petit peu, c'est que très souvent quand on discute avec des collègues qui sont non syndiqués, mais qui peuvent à la fois se sentir assez proches finalement de ce qu'on peut défendre, de ce qu'on peut porter, ils parlent toujours des syndicats de façon générale, en se référant soit vraiment aux directions nationales, syndicales, qui parfois avec qui on n'a pas forcément, avec qui les bases syndicales, disons, et militantes ne sont pas forcément toujours en adéquation. Et même de façon plus proche, ils ont tendance à parler du syndicat, même s'ils s'adressent à nous alors qu'ils savent très bien qu'on est dedans, comme ils ont l'impression que c'est une structure, une entité un petit peu, un peu détachée, un peu déshumanisée, disons, alors que parfois ils savent pas trop quoi répondre, mais moi j'aime bien leur dire que les syndicats c'est fait par les personnes qui adhèrent et qui militent, et que c'est à nous du coup justement d'améliorer le fonctionnement, ce qu'on porte, d'être plus fort et plus convaincant. Donc je trouve que c'est cette idée-là qu'on a du mal à faire passer, c'est de dire aux personnes que en fait, les syndicats c'est nous qui le faisons, et qu'on n'est pas surhumain, et que avec nos petits bras, on essaye de résoudre les cas individuels quand c'est des cas individuels, quand c'est des causes un peu plus générales. C'est chacun de nous, en se fédérant, qui pouvons essayer de se mobiliser et de porter d'autres idées et d'autres projets. Mais c'est un peu ça, on dirait que c'est une entité qui est un peu à part, un peu détachée. Et peut-être cette vision-là qui a changé depuis quelques décennies finalement, qu'avant il y avait une proximité qui allait plus de soi, de se syndiquer. Il y a toujours eu quand même une conscience politique présente chez moi dans mon histoire familiale. Donc c'est peut-être ça aussi qui a fait que pour moi c'était... En fait ça allait vraiment de soi. Mais je sais pas, je peux pas mettre quelque chose de très très précis. Mais après c'est vrai que chez moi j'ai toujours entendu parler... de l'importance de l'engagement, de ce qui a pu être acquis au travers des décennies. Alors après, peut-être que c'était une conscience un peu plus aussi affective pour moi, parce que du côté de ma mère, mes grands-parents sont des exilés de la guerre civile d'Espagne. Donc mon arrière-grand-père il était à l'UGT, mais c'est des choses qui... En fait, je pense que ça relève vraiment de l'affectif, disons. Donc, Il y a eu, pas très longtemps, il y a eu une loi qui est passée en Espagne pour permettre aux enfants et aux petits-enfants d'exilés espagnols de la dictature franquiste de pouvoir faire la demande d'acquérir la nationalité espagnole. Et du coup, d'avoir la double nationalité
franco-espagnol pour les Français. Et du coup, aujourd'hui, voilà, avec l'Union Européenne, on est citoyen européen, donc ça n'apporte pas grand-chose d'avoir des papiers dans notre pays européen. Mais voilà, moi, ça comptait, oui, affectivement, quoi. Donc moi, j'ai fait la demande et du coup, j'ai mes doubles papiers. Donc j'ai mon passeport français, mon passeport espagnol. Donc oui, ça compte, oui, ça compte beaucoup. Et puis, c'est quelque chose qui a toujours été assez présent. Ma mère est née en France, mais elle était prof d'espagnol. Elle a toujours baigné, bien sûr, dans toute cette histoire familiale qui était très présente, elle, par ses parents et ses grands-parents qui ont vécu cet exil. Donc elle nous l'a forcément retransmis, pas forcément de façon consciente ou il faut que je vous raconte, voilà, pas du tout. Ça se fait comme ça, en fait, un peu. Mais c'est palpable tout le temps. Et puis, j'ai plus mes grands-parents maintenant, mais on a toujours entendu, voilà, petit, parler espagnol. Et même, voilà, mon grand-père qui est décédé il n'y a pas très longtemps, mais il en parlait encore, il y avait des choses qui ressortaient tout le temps. Donc, oui, c'était. Et puis, du coup, c'est aussi quelque chose qui a contribué à ce qu'on soit toujours très, finalement, politisé. C'est pas forcément militant. Alors au niveau de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents, oui, mais ensuite ça s'est pas traduit forcément par un militantisme actif, soit politique ou syndical, mais une politisation toujours forte dans le cercle familial, voilà. Donc, et effectivement, mon frère n'a pas fait la demande pour les doubles papiers, donc c'est pour ça que je pense que c'était purement affectif et c'est très personnel. Mais après, voilà, tant chez lui que chez moi, il est encore bien plus actif, mais l'engagement politique et syndical en fait, c'est naturel, quoi. C'est naturel. Oui, c'est un passé qui... encore une fois, c'est quelque chose de pas, je pense, pas du tout conscient, mais forcément que ça contribue à nous définir. Parce qu'il y a un lien... une proximité avec cette histoire-là, et quand c'est des liens familiaux comme ça, directs, on se sent impliqué, on a encore de la famille en Espagne, depuis que je suis née, il n'y a quasiment pas une année qui soit passée sans qu'on aille, pas forcément voir la famille, mais qu'on soit en Espagne. On a toujours aimé cette langue, cette culture, voilà, donc on a gardé cette proximité-là, et du coup, c'est peut-être aussi ça qui m'a fini de me convaincre de travailler dans le domaine culturel, parce que pendant mes études, j'avais travaillé du coup sur tout ce qui était transmission, du bilinguisme, etc. Et en fait, on s'aperçoit que à travers la langue, à travers la culture, il y a plein de choses qui passent, même y compris des engagements politiques ou une conscience de s'investir dans le monde dans lequel on vit, dans la société, sous plein de formes différentes, associatives, politiques, syndicales, ou même vraiment très personnelles, mais qui a quelque chose qui se passe. Et du coup, on n'a pas du tout envie de perdre et qu'on continue. Moi, je lis des bouquins en espagnol, limite je préfère lire en espagnol qu'en français. Voilà, l'Amérique latine, parce que il y a la proximité de la langue aussi et tout ça, donc c'est aussi pour ça que j'avais voulu aller sur ce poste-là. Donc forcément, il y a forcément toujours ça qui reste présent, qui reste présent. Et puis, moi du coup j'ai grandi dans la région toulousaine, donc il y a aussi la proximité physique, et puis il y a une communauté espagnole qui reste très présente à Toulouse, et même moi dans la petite ville d'où je suis, à Castres, il y a plein, dans notre entourage, voilà, on connaît plein de... Donc en fait, disons que c'est quelque chose c'est le paysage, quoi, c'est l'environnement dans lequel j'ai baigné, qui du coup peuvent aussi expliquer des choses qui vont de soi, dont on n'a pas forcément conscience, mais qui forcément influencent. Du coup, ça a toujours été présent, et pour moi, et pour mon frère, c'était un peu pareil. Ça va juste de soi. C'est comme on a juste conscience de tout ce qui a été acquis auparavant.
de l'importance voilà, de l'engagement, du sacrifice, et pas forcément que notre cercle familial, mais d'une histoire bien plus collective de ces années-là. Et donc en fait, on a juste envie, c'est normal de continuer, et surtout dans une période où en plus on connaît plus des régressions que des avancées. On n'est plus du tout sur un moment où on se dit c'est super, on a des acquis, on est confiant pour l'avenir. C'est pas du tout ça, au contraire. Moi, encore étudiante, on avait déjà c'est aussi pour ça que je me suis peut-être plus pressée que ce que j'aurais pu faire à un autre moment de passer des concours, parce que moi je ne me voyais pas du tout assumer le fait de vivre dans la précarité, de se dire je sais pas si je vais avoir un contrat ensuite, chercher, etc. Parce qu'on avait absolument conscience que le chômage était très présent. C'est pas parce qu'on est diplômé qu'on a forcément l'assurance de trouver un emploi. Et en plus, quand on a prétention d'essayer de faire un métier qui nous plaît, on n'est pas du tout sûr d'avoir cette garantie-là. Donc, ce qui était clair, c'est que j'avais envie de travailler dans la culture. J'avais fait un stage, un master qui était dans le réseau culturel, c'était à l'Institut français à Valence en Espagne. Et moi au départ, pendant mon stage, je pensais terminer mes études et essayer de trouver un contrat, de continuer dans le réseau à l'étranger. Mais ça s'est avéré être plus compliqué que prévu, et y compris le directeur de l'institut de l'époque m'avait dit mais non, passe les concours, parce que sinon tu vas enchaîner des contrats, des petits contrats ou des contrats de volontaire international, etc. Mais bon, c'est toujours à court terme et ça sera rien d'établi. Ça sera peut-être un chemin un peu détourné, mais par le concours, tu pourras arriver à retomber sur tes pattes. Et comme je ne suis pas forcément très courageuse, j'ai pas eu envie effectivement de vivre plusieurs années, de soit encore des stages ou des petits contrats. Et du coup, je me suis résolue à passer les concours. Donc après, c'est pas quelque chose qui me rebutait non plus du tout. Et puis la fonction publique, de toute façon, j'avais envie aussi de... C'était... ma mère est prof, dans la famille, c'était quelque chose aussi d'assez naturel finalement. Donc c'est comme ça, après j'ai enchaîné, j'ai préparé les concours, j'ai eu les IRA, et puis voilà, et j'ai réussi, j'ai eu de la chance, je suis retombée sur mes pattes, puisqu'un Premier ministre, mais tout en sachant qu'on allait basculer à la culture, donc je suis quand même arrivée à la culture. Voilà. Peut-être on est une spécificité à la centrale, parce qu'effectivement quand on fait des AG, quand on essaye de faire des réunions d'information syndicale, c'est toujours compliqué. On a tendance à toujours se retrouver les mêmes et pas très nombreux autour de la table. Et pourtant, on communique, on fait des mails, maintenant on fait un petit journal. Et les gens nous connaissent, parce que, même si la section, on n'est pas on est une petite section, on n'est pas nombreux, mais on est tous dans des services différents. Et on voit clairement que quand il y a des cas individuels, les gens ils savent très bien nous trouver. En fait, on est souvent sollicité un petit peu à part. On vient nous trouver. Je pense que c'est d'abord en lien avec quand c'est des anciens collègues ou quand les gens nous connaissent comme ça. Ils savent qu'on a une casquette syndicale, mais avant il y a une relation soit de confiance ou de travail qui s'est instaurée. Et du coup, ils ne rechignent pas trop à venir nous voir quand ils ont un souci, un problème individuel dans leur service. Mais par contre, quand c'est plus collectif et qu'on essaye de mobiliser les gens sur des questions plus collectives, essayer de fédérer un peu plus largement, c'est là qu'on rencontre des difficultés. Et c'est vraiment une question dont on parle très souvent entre nous, parce qu'on a du mal à rassembler un petit peu les gens, à les impliquer. Quand il y a des journées de mobilisation, franchement, il y a plein de collègues qui ne savent même pas qu'il y a une journée de mobilisation, parce que en fait, nous on ne le voit pas du tout en centrale. Je pense qu'on se compte un peu sur les doigts d'une main les personnes qui se portent égoïstes ou qui vont manifester. Donc c'est vrai qu'en ce sens-là, parfois c'est un peu dur de trouver de se dire ça sert à quelque chose. On ne voit pas forcément les fruits tout de suite.
Donc ce qui continue de nous motiver, je pense, pareil aux autres copains de la section centrale, c'est que on a en général beaucoup de retours positifs, mais toujours en individuel. Quand on vient nous voir spécifiquement, une personne ou des personnes, et que voilà. Mais après, c'est vrai que c'est plus compliqué. Alors là, c'était l'hiver dernier ou l'automne dernier, où il y a eu toute la question sur la titularisation, les contractuels, et sur aussi du coup la revalorisation de la filière administrative côté titulaire. Et là, on a réussi à mobiliser un petit peu plus les personnes quand on a fait des réunions plus spécifiques. Donc quand on a réuni spécifiquement les A, les B, les C, par catégorie. Mais après, voilà, quand on fait sur des sujets un peu plus généraux, même en s'adressant que aux syndiqués CGT, par exemple, là, sur la réforme territoriale, on a essayé de provoquer un petit peu un dialogue, des échanges sur tout ce qui est en train de se jouer, et on a du mal, on a vraiment du mal. Donc c'est peut-être en ça qu'il y a une spécificité sur l'administration centrale par rapport à des établissements publics ou même à des DRAC. Et puis ça tient peut-être aussi je sais pas, aux catégories de personnel, aux métiers qu'on exerce. On est peut-être parfois un peu plus hors sol et du coup on palpe moins concrètement de certains changements. Je sais pas, on essaye de comprendre, pour l'instant on n'a pas la clé. Dans l'administration centrale de la section, c'est que on travaille dans un service, mais côté syndical, on s'occupe de tout le monde, de toute l'administration centrale, que du coup c'est des collègues qui viennent d'horizons très différents et de services très différents qui viennent nous voir, et donc on est obligé de s'intéresser aux métiers qu'ils font, à ce qu'ils font, au fonctionnement des autres services. Et donc en ça, forcément, rien que cet aspect-là, ça nous permet de... ça nous oblige à découvrir en tout cas l'administration centrale de façon plus large, à travers aussi la participation dans les instances. Effectivement, ça permet d'aborder plein de choses, plein de sujets qui concernent aussi les DG, qui sont pas forcément, tous les services ne sont pas forcément situés sur le même site des bons enfants. Donc si c'est pas par ce biais-là, on peut avoir des réunions de travail de temps à autre, mais sinon finalement on les connaît pas, les collègues qui sont à Beaubourg, qui sont sur aussi des pyramides. Donc ça, assez rapidement, on est obligé de... parfois on se sent un peu perdu parce qu'on est assailli de plein d'informations à la fois et on n'a pas encore tous les repères, mais c'est clair que quand on discute avec des collègues qui n'ont pas forcément beaucoup bougé, qui n'ont pas forcément beaucoup changé de poste, et qui n'ont pas cette expérience-là syndicale, mais je pense qu'on a une appréhension et une vision du ministère qui est complètement différente. Et là récemment, en fait, je l'ai vraiment constaté parce que avec là le concours à Sauvadet qui s'est tenu pour Léa il n'y a pas très longtemps. Du coup, il y a plein de collègues qui le passaient, qui sont venus me voir pour échanger ou pour savoir sur justement les sujets du DAT, pour avoir des infos, avoir des docs, pour réviser, tout simplement. Et en fait, je me suis vraiment aperçue que pour pas mal de ces personnes-là, ils avaient vraiment une vision qui était très centrée sur leur univers de travail. Donc c'était soit l'international, soit la presse, soit n'importe quel autre secteur. Alors peut-être pour ceux qui sont OSG, on est beaucoup quand même plus en transversal, donc c'est peut-être un peu différent, mais là je me suis vraiment aperçue que pour certains collègues c'était pas du tout évident de savoir ce que faisait une autre DG dans laquelle ils travaillaient pas, ou ce que faisait le SG s'ils n'y étaient pas. Alors que finalement, ne serait-ce que, même si on n'a pas cette expérience-là par les postes qu'on occupe, à travers l'action syndicale, on l'acquiert. Après, on s'en rend même plus compte, parce que c'est quelque chose qui devient finalement naturel et banal, puisqu'on est toujours dans les instances où tous les dossiers qui se présentent, on est amené à faire cette gymnastique, disons, mais c'est pas si naturel que ça. Et donc, il y a beaucoup de collègues qui, c'est pas du tout une critique, c'est juste un constat, qui sont très sur leur poste, sur leur métier, sur leur univers, et qui se cantonnent à ça.
parce qu'ils n'ont pas aussi cette activité syndicale ou un autre moyen, disons, de développer d'autres connaissances ou d'autres relations au ministère. Ça m'a permis de découvrir le ministère bien plus rapidement. Surtout quand je suis arrivée, c'était dans une DG, donc et le service où j'étais, on était vraiment axé que sur la presse écrite, sur les médias. C'était un univers finalement assez fermé. On ne travaillait pas forcément beaucoup en lien avec d'autres services de la centrale ou d'autres services du ministère. C'était beaucoup le lien avec les professionnels de la presse, mais ça s'arrêtait là. Donc du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a permis de vite rencontrer des personnes d'autres services et d'autres ministères au sein de la centrale et de connaître, de mieux appréhender le fonctionnement entre les DG, le SG, enfin comment la maison, cette fourmilière fonctionnait un petit peu. Et puis je me rappelle plus exactement quand est-ce que j'ai commencé à assister aux instances au CHSCT. C'était pas très longtemps après. Et là, c'est pareil, c'était un lieu où effectivement on abordait plein de sujets divers que je pense, j'aurais vraiment mis beaucoup plus de temps à découvrir si je ne m'étais pas syndiquée et impliquée, voilà. Là, c'était un accélérateur évident. Et puis les rencontres, bien sûr, les rencontres humaines, voilà. On rencontre plein de gens, on fait des connaissances et tout ça, c'est riche parce qu'on échange sur les différents métiers qu'on fait. Et puis voilà, donc non, ça apporte plein de choses. En termes de connaissances, j'ai fait les formations. Quand je suis arrivée, je m'étais inscrite pour déjà avoir au moins les b.a.-ba parce que moi, c'est vraiment un univers que je découvrais complètement. J'avais pas du tout d'expérience syndicale. Donc j'avais quand même besoin d'avoir certaines bases sur les instances, sur le fonctionnement du syndicat, sur la structuration de la CGT Culture et dans quel cadre aussi elle s'insérait au sein de la CGT de façon plus large. Et puis ensuite, en fait, c'est un apprentissage finalement un peu sur le tas. Donc ça, c'est avec du coup les camarades de la section et puis même en dehors de la section qui petit à petit on apprend les choses. Et, moi, même si finalement c'est depuis 2010 que je me suis syndiquée, mais j'ai vraiment l'impression encore d'être... je me considère encore complètement nouvelle au sein de la CGT Culture et j'ai l'impression que j'ai encore une montagne de choses à apprendre, à découvrir, mais bon voilà, ça se fait sur le tas, petit à petit, en discutant, et en fait ça se fait finalement assez facilement parce que c'est facile sur le plan humain. Donc ça c'est aussi, c'est un enrichissement personnel, mais bien sûr ça apporte dans toutes les relations humaines qu'on crée avec tous les camarades de la CGT Culture, donc section centrale, et puis au-delà bien sûr, à la commission exécutive ou à travers juste du fait quand on passe ici sur le site de Richelieu. Donc en fait c'est enrichissant sur le plan professionnel parce que ça apporte tout un tas de connaissances qu'on n'aurait pas par ailleurs. Et puis bien sûr de façon personnelle c'est très porteur. Pendant l'RGPP, je l'ai vécu au Premier ministre. On est arrivé 2010, donc en fait c'était fini, c'est la fin de la mise en place. Hein. Donc moi j'ai pas vu cette mobilisation du ministère. Côté Premier ministre, je l'avais pas vraiment vécu non plus parce que c'est pas des administrations qui sont très très mobilisées. Par contre, après moi je l'ai senti dans tout ce qui peut se dire entre collègues, dans les couloirs, sur la réorganisation du ministère, sur la fusion de services, sur la modification des chaînes hiérarchiques. Ça, je l'ai beaucoup senti quand je suis arrivée en fait, dans la sous-direction des affaires internationales. C'était début 2011. Et là, c'était vraiment très très présent parce que les collègues qui travaillaient dans cette sous-direction, pour la plupart, ils étaient là depuis plusieurs années.
Et donc ils avaient vécu toute l'avant RGPP, toute la période de la RGPP et du coup l'après. Et c'est quelque chose dont voilà, beaucoup de collègues avaient du mal à passer à la nouvelle organisation, trouver voilà, beaucoup de défauts. Je trouve que c'était un service qui à un moment donné avait été directement rattaché au cabinet. Après ils sont revenus côté administration centrale, SG. Et puis petit à petit, avec la mise en place de la RGPP, ils se sont retrouvés relégués au fond d'un service, en sous-direction, partagés en 2 bureaux. Enfin bon, une chaîne hiérarchique du coup qui s'était vraiment allongée et qui a apparemment... Donc moi je suis arrivée après, donc j'ai pas connu concrètement la façon de travailler qu'ils avaient avant, mais apparemment ça avait vraiment changé, modifié complètement la façon de faire, de mener les projets, c'était devenu beaucoup moins dynamique. Il y avait toute la hiérarchie de l'administration centrale qui s'était mise, et donc forcément un processus de validation qui s'était alourdi, plus le cabinet, parce que c'était un service qui travaille vraiment en lien aussi directement avec le conseil diplomatique et le cabinet des ministres. On est un peu... c'est un service qui prépare les dossiers pour les entretiens bilatéraux au cabinet, et les déplacements de ministres, etc. Donc il y a vraiment voilà, le lien avec le SG, le lien avec le CAB, donc tout ça en fait c'était vraiment alourdi, ça n'avait pas gagné en fluidité. Et du coup les collègues ont souffert. Et d'ailleurs j'y étais encore, donc c'était il y a 2 ans à peu près, avec Franck Guillaumet d'ailleurs, on était allé rencontrer le conseiller diplo et le conseiller social au cabinet pour un peu mettre sur la table un peu ce dysfonctionnement qu'il y avait sur les affaires internationales, parce qu'il y avait aussi un peu de mal à mettre en place des relations de travail fluides et sans conflit entre le SG et les DG. Donc parfois ça revenait un peu sur les périmètres de chacun, la position du SG parfois avait du mal à trouver un petit peu voilà, sa plus-value de synthèse, de coordinateur. C'était un peu difficile, voilà, tout ça à établir. Et puis parfois un malaise quand même au niveau des personnels, avec suppression de postes aussi. Ça, quand j'y étais, il y avait encore des répercussions de ça, donc des postes en moins. Moi, au départ, je suis arrivée, c'était sur l'Amérique juste latine. Il y a eu un poste supprimé, et du coup, je me suis retrouvée avec tout le continent américain. D'autres collègues ont récupéré aussi d'autres... Enfin voilà, donc ça, la charge de travail s'alourdissait, en même temps, c'était beaucoup moins fluide, donc bref... apparemment, c'était quand même plus dur qu'avant la RGPP. Donc j'ai vu un peu les conséquences, disons, mais sans avoir connu l'avant pour pouvoir vraiment comparer de façon concrète. J'aimais beaucoup l'international, mais j'avais envie aussi de voir un peu plus concrètement le travail avec les services du ministère sur les territoires, donc en région. Donc là, effectivement, c'est quasiment au quotidien qu'on est en lien avec les DRAC. Enfin, chacun, on a des missions très différentes au sein du DAT. On a chacun des attributions. C'est un département en fait qui balaye un peu tout le champ d'action, que ce soit fonction support comme ensuite des dossiers plus de politique interministérielle comme ce dont je m'occupe. Donc en fait on a tous des relations et des interlocuteurs assez différents au sein des DRAC. Moi sur les sujets dont je m'occupe, je suis plutôt en lien avec les DRAC adjoints ou les DRAC eux-mêmes, voilà. Donc on travaille effectivement tous les jours avec eux, et on a un peu un rôle de synthèse et de coordination. Donc moi sur mes dossiers, sur l'interministériel, on est un peu une espèce de rotule entre synthétiser toutes les données qui viennent des DG, qui elles-mêmes synthétisent à partir des DRAC. Nous, on synthétise tout ça, on coordonne, et on a, en tout cas moi sur mes dossiers, on a un rôle vraiment d'interface aussi avec l'interministériel, puisqu'on va en réunion interministérielle sur des projets comme les contrats plans État-région. C'est quelque chose qui est géré au niveau du Premier ministre, donc en fait on est un peu courroie de transmission pour porter la position du ministère. Il y a plusieurs côtés. Il y a un côté bien sûr très budgétaire, parce que dans les contrats on détermine les crédits venant de chacun des programmes. Donc il y a le patrimoine, la création, tout ce qui est un peu plus transversal avec le programme 224 sur transmission des savoirs, etc.
Et un peu plus à la marge, il y a le livre aussi, le 334, qui est présent. Donc, il y a toute une problématique d'enveloppe budgétaire. C'est pas des enveloppes, en tout cas pour le ministère de la Culture, c'est pas des enveloppes supplémentaires qui sont attribuées pour ces contrats-là. On prend sur les crédits de droit commun. Donc, il faut savoir à peu près, voilà, chaque programme, jusqu'à quel niveau sur leur enveloppe globale ils peuvent, disons, se contraindre en sanctuarisant une partie qui sera forcément consacrée à ces contrats. Et puis, il y a toute une partie qui est bien plus politique, parce qu'au niveau territorial, le travail des DRAC, c'est de relayer auprès de leur préfet qui négocie avec le président du conseil régional. Et bien sûr, là, c'est des discussions politiques. Donc, de façon objective, les DRAC nous font remonter tous les projets sur leur territoire qui leur paraissent intéressants de mettre dans ces contrats-là, qui nécessitent en général des gros investissements. Donc, là où on attend un effet levier, disons, des crédits qu'on investit, pour essayer d'attirer aussi des crédits des collectivités et pouvoir mener à bien des projets qui sont lourds. Mais au-delà de cette objectivité des projets, dans bien des cas, on est obligé de revoir un peu la copie, d'essayer de s'adapter pour que le président de région daigne signer le contrat. Parce que bien sûr, il y a aussi tout un jeu politique qui se joue, donc c'est très intéressant de voir un petit peu cette mécanique-là qui est à l'œuvre. Et puis ensuite aussi, en réunion interministérielle, il y a aussi ça qui est vraiment très important, bien sûr. Dans les discussions entre les préfets qui sont là directement, parce qu'il y a eu des réunions pour chacune des régions, qui discutent en présence des autres ministères, mais face au cabinet du Premier ministre. Donc il y a les deux qui se combinent, il y a les contraintes budgétaires fortes, et puis les intérêts politiques aussi des deux parties, quoi. La négociation des contrats plans État-région se déroule bien sûr avec en toile de fond la réforme territoriale qui est en cours et qui est en train de c'est pas encore, voilà, tout est pas du tout établi et décidé, mais bien sûr que ça se joue. Le calendrier est un peu spécifique parce que la négociation était censée se terminer en 2014 pour qu'il commence en 2015. Et en fait, les contrats, il y en a quelques-uns de signés, mais ils ne sont pas encore tous signés. Donc dans certaines régions, il y a encore, les négociations ont un peu plus traîné, tout en sachant que en fait, les régions vont changer de périmètre dans quelques mois, que les personnes ne seront pas forcément les mêmes. Donc tout ça, c'est un peu d'ailleurs l'interrogation, parce que dès le début des négociations, on savait qu'il y aurait une clause de revoyure en 2016, avec la mise en place de la réforme territoriale. Et pour l'instant, c'est toujours à l'ordre du jour. Mais c'est encore un point d'interrogation. On ne sait pas si on va devoir réadapter, forcément, fusionner aussi deux contrats plan État-région, de deux régions qui vont fusionner. On ne sait pas exactement encore la tournure que ça va prendre. Mais ça a joué, évidemment, dans le rythme des négociations, dans le frein qu'on a pu voir à certains endroits. Ça fait 1 an que je suis juste arrivée au DAT et que j'ai encore plein de choses à apprendre sur tout ça, tout ce secteur-là. Et que c'est très intéressant. Là, ça a aussi un domaine, un aspect bien plus concret, en lien avec les territoires. C'est ce qui me manquait un petit peu côté international. C'est d'autres interlocuteurs. Donc voilà, mais bouger ensuite dans les 2-3 ans, oui. Et du coup là, pour essayer de me rapprocher des territoires, voilà. Oui, ça j'aimerais bien. Puis voilà, c'est ça. Enfin, je trouve que de changer aussi assez régulièrement, ça permet de compléter en fait notre appréhension des politiques qui se mettent en place, de la façon dont on a de travailler dans le ministère, de rencontrer des acteurs différents, que ce soit en interne ou que ce soit en externe, enfin en extérieur du ministère. Les collègues d'autres ministères, etc. Ça, c'est aussi un aspect qui est très intéressant dans l'interministériel, c'est qu'on échange avec des collègues qui travaillent dans d'autres ministères. Et du coup, on s'aperçoit qu'on a parfois des grosses différences dans la façon de travailler ou d'appréhender les sujets. Mais aussi, très souvent, beaucoup de points communs sur les dysfonctionnements de l'administration de façon très globale ou sur ce qui marche aussi, parce qu'il y a quand même des choses qui marchent. Mais... Donc oui, bien sûr, bouger, oui.
sur les missions du ministère de la Culture, je pense on a facilement des grandes idées en fait sur le ministère de la Culture ou voilà sur des missions qui peuvent nous paraître très nobles entre guillemets, développer voilà, des structures culturelles, des pratiques culturelles le plus possible, qui touchent le plus grand nombre de personnes. Et puis, moi, ce qui m'a motivée pour venir au ministère de la Culture, c'est que la culture, ça a toujours été un élément qui m'a paru très important dans l'épanouissement personnel de chacun. C'est quelque chose qui touche tout le monde, puisque même à travers voilà, des choses très simples, aller au cinéma, lire un livre ou écouter de la musique, tout le monde en fait tous les jours. Et donc voilà, moi ça me tenait à cœur, c'est quelque chose qui me plaît voilà, personnellement, j'avais envie de travailler là-dedans et du coup, naïvement ou pas, je sais pas, mais le ministère de la Culture, il me semblait que voilà, c'était juste un élément central pour toutes les politiques publiques, culturelles à mettre en place et à développer dans le pays. Voilà, mais sans avoir forcément une idée précise du métier que je voulais faire travailler dans tel service. En fait, finalement, peu importe, puisque j'ai pas forcément un domaine de prédilection. Pendant l'IRA, j'avais fait un stage à la direction des musées de France, alors que je n'étais pas forcément portée ou j'avais pas forcément une connaissance plus approfondie que ça de ce secteur-là, mais ça m'a intéressée. Mais en même temps, ça a été aussi l'occasion de rencontrer des collègues qui travaillaient dans d'autres directions et de voir que ça pouvait être aussi très intéressant. Donc j'avais pas forcément une idée très très précise de ce que je voulais faire. Donc c'est petit à petit, quand on a été absorbé par le ministère de la Culture en tant que direction des médias, que là petit à petit et à travers du coup la CGT, j'ai connu un peu plus précisément les missions de chaque direction, de chaque service, etc. Et en même temps, c'est ça qui m'a aussi plu, c'est ce potentiel finalement de découvrir des secteurs très différents. Alors après, y a des moments de désillusion, ça c'est sûr. Je suis arrivée vraiment très très motivée dans le côté international, parce que ça c'est quelque chose qui m'avait toujours attirée. Bon, il y avait la culture d'une part, mais aussi tout ce qui était relations internationales, l'étranger, tout ça, c'est aussi quelque chose qui a toujours un peu fait partie de mon cursus. Et l'Amérique latine, c'était juste la zone que j'adore, donc c'était juste idéal, j'étais à la culture, je suis occupée de l'Amérique latine, c'était génial. Et je regrette pas du tout, et j'ai appris plein de choses, et on fait des choses vraiment bien. Il y a des projets qui se réalisent, on rencontre plein de personnes, c'est très enrichissant. Mais effectivement, des désillusions, parce que effectivement, c'est pas pour jeter la pierre à tous les chefs et à toute la hiérarchie, c'est pas du tout ça. Mais c'est en fait l'institution qui s'est constituée comme ça et qui crée du coup des lourdeurs, des immobilismes aussi. Et du coup, finalement, quand on est attaché en administration centrale, on est en bout de course, de chaîne. On le sait quand on arrive, on est assez averti dans les IRA, donc on sait très bien que quand on arrive en administration centrale, on a un positionnement qui est plutôt en bas de la chaîne et qu'au-dessus de nous, il y a tout encore un processus de hiérarchique à passer. Mais du coup, c'est vrai que parfois c'est un peu décourageant parce qu'on n'a pas du tout... on décide rien, ou même, je veux dire, sans décider, on aimerait pouvoir porter ou faire des propositions de projets ou développer certains aspects dans nos missions, et en fait, c'est très compliqué. C'est vraiment... Donc, ça, c'est quelque chose que moi, j'ai retrouvé un peu dans chacun de mes postes, c'est que au final, on gère un peu. On gère un peu au quotidien, les demandes qui nous arrivent, les projets que soit le cabinet nous demande de mettre en place, ou c'est un peu de la gestion au quotidien. De temps en temps, il y a quand même soit une mission qui est plutôt chouette, soit un projet, mais ça reste quand même assez exceptionnel.
C'est pas pour autant que le travail est complètement désintéressant, je sais pas si ça se dit, non, inintéressant plutôt. Mais voilà, parfois on a envie que ce soit un peu plus dynamique, un peu plus porteur, d'avoir des lignes directrices qui sont pas toujours là.